Donc bonjour à tous. Donc on va rester dans le domaine des énergies renouvelables et on va passer à une autre source. Je vais vous parler comment on peut produire de l'électricité à partir des mouvements des fluides, donc de l'air, des courants marins, des rivières. Et en particulier, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on fait au LADIX depuis environ 5 ans, qui est dans le développement de nouvelles technologies pour convertir ce gigantesque réservoir d'énergie que sont le vent, les courants de marée, les rivières, les vagues, pour les convertir en électricité. Alors comment on fait ça? On va utiliser des phénomènes mécaniques qui s'appellent des vibrations. Donc un petit peu, vous pouvez penser à la corde de guitare qui se met à vibrer lorsqu'on l'excite. C'est exactement ce qu'on voit en fait sur la photo en bas à droite ici. C'est une photo qui est prise de dessus, on voit le câble qui est juste, on voit ça comme une petite bille sur la droite. Et ce câble va se mettre à vibrer lorsque l'écoulement est mis en route, c'est-à-dire lorsqu'on fait passer l'eau de la droite vers la gauche. Alors l'idée de base, c'est comment est-ce que je convertis l'énergie du vent en énergie électrique. Et alors récupérer l'énergie du vent, ça on s'est fait ça depuis plusieurs siècles maintenant. Le moulin à vent, on l'utilise depuis très longtemps pour convertir l'énergie du vent en un travail mécanique, par exemple pour pomper de l'eau, pour moudre du grain. Alors cette technologie, bien entendu, elle a beaucoup mûri au cours des derniers siècles, et aujourd'hui on peut voir que les technologies telles que les éoliennes ou les hydroliennes, on peut voir ça comme un peu l'aboutissement de plusieurs siècles d'optimisation de ces designs. Donc ça, c'est une éolienne qui typiquement produit environ 1 MW. Et ça, c'est l'hydrolienne qui est déployée actuellement par EDF au large de la Bretagne. Et ça produira environ 0,5 MW. Donc c'est une technologie qui est assez mature. Le principe de base, c'est le suivant. C'est qu'on a un vent ou un courant donc qui s'écoule. Il exerce des efforts mécaniques sur des pales qui mettent en rotation une turbine qui va se charger de convertir le mouvement de la structure, donc les pales, en courant électrique. D'accord ? Donc tout ça, c'est des choses qui sont très matures. Aujourd'hui, on optimise en fait un petit peu le design très très fin des pales pour avoir le meilleur rendement possible. Et tous ces années, ces dizaines d'années, ces siècles d'optimisation, en fait, nous ont fait très bien connaître aussi les limites de ces technologies. On sait par exemple qu'elles sont très efficaces lorsqu'elles sont à grande échelle. C'est pourquoi on fait de plus en plus grandes éoliennes. Par contre, on sait aussi qu'elles sont beaucoup moins efficaces lorsqu'on se place à petite échelle. Donc Patrick vous parlait en introduction tout à l'heure qu'un des challenges, c'est aussi de produire des sources d'énergie qui ne sont pas nécessairement du mégawatt, mais qui vont peut-être être plutôt quelques watts, mais qui sont très portables, très simples et à très faible coût de maintenance. Donc typiquement aujourd'hui, ce type de technologie n'est peut-être pas la meilleure. Ça donc motive des recherches pour en trouver d'autres. Une autre de ces limitations, c'est que pour mettre en mouvement cette éolienne, il faut un vent minimum. En dessous d'une certaine vitesse de vent, ça ne marchera pas. Et donc ce qui nous intéresse aussi, c'est de voir si d'autres technologies peuvent être plus efficaces à très bas vent, ou en tout cas plus modulables. Alors si je reprends un petit peu le principe général de l'éolienne, je peux essayer de m'inspirer de ce principe pour trouver une autre technologie, une autre façon de produire de l'électricité. Alors comme je suis mécanicien, la partie qui m'intéresse le plus, c'est la partie comment est-ce que je passe du mouvement d'un fluide au mouvement d'un solide, en sachant qu'une fois que j'ai un solide qui bouge, je peux coupler ça à un générateur, une turbine par exemple, pour produire un courant électrique. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que je peux faire autrement pour cette étape que passer par des technologies à pales. Et si on passe par notre expérience de tous les jours, en fait, il y a beaucoup d'exemples où le vent met en mouvement de façon spontanée des solides. Juste quelques exemples ici. Le battement du drapeau, en est un typique. Lorsque je place le drapeau, qui est une structure flexible, dans le vent, il va se mettre à battre spontanément avec des battements qui peuvent être d'assez grande amplitude. Le mouvement des feuilles et des branches d'arbres dans le vent, c'en est un autre. Ici, on a juste un vent à peu près stationnaire, donc qui va produire des vibrations. Et ces vibrations, il y a certains designs qui pourraient dire, par exemple, est-ce qu'on fait un arbre artificiel et on essaie de récupérer l'énergie de ces vibrations. Alors pour illustrer aussi un petit peu cette mise en mouvement, un exemple très connu d'il y a plusieurs décennies, c'est l'accident du pont de Tacoma. En fait. Donc ça, c'est un pont suspendu qui était soumis à un vent qui n'était pas particulièrement fort, mais du fait du couplage mécanique entre le fluide et le solide, il a commencé à se déformer avec des très très grandes amplitudes, et à la fin de cette vidéo, en fait, le pont tombe. Donc ça vous illustre assez bien les échanges d'énergie très importants qui sont mis en place, donc par des phénomènes de vibration induits par le vent. Alors du point de vue de la recherche, ces vibrations, on les connaît très bien en fait, ou en tout cas on les connaît assez bien et depuis assez longtemps parce qu'il y a beaucoup de secteurs industriels où ces vibrations c'est une nuisance. Pour vous donner juste quelques exemples, si vous prenez un réacteur nucléaire, il y a un des éléments du réacteur nucléaire qui est très important, c'est le générateur de vapeur. Donc dans le générateur de vapeur, on met en contact thermique un fluide qui est passé par le cœur du réacteur, donc qui est contaminé radioactivement, et un fluide qui va passer dans la turbine qui ne l'est pas. Donc le premier passe dans des petits tuyaux, le deuxième passe le long de ces tuyaux,
Et si on ne fait rien, eh bien, il peut y avoir mise en vibration de ces petits tubes, donc ils vont pouvoir bouger très rapidement, et éventuellement taper les uns contre les autres, et bien entendu, si ça tape, ça casse à un moment. Et donc ce qu'on cherche à voir, c'est justement que ça ne vibre pas. Là, c'est l'exemple d'une vibration qu'on veut à tout prix éviter. Un autre exemple de vibration qu'on veut à tout prix éviter, c'est l'aile d'avion. Si vous êtes à bord de cet avion, vous n'avez pas vraiment envie de voir ça par le hublot, c'est-à-dire l'aile qui se déforme et qui commence à battre avec des amplitudes qui sont assez importantes. Donc là, encore une fois, il y a tout un pan de la recherche qui vise à contrôler le développement de ces vibrations pour les minimiser. Un autre domaine où c'est particulièrement important, c'est dans le domaine offshore. Dans le domaine offshore, vous avez quelque chose à la surface, par exemple une plateforme, et vous avez des éléments très très longs, des câbles, des risers, des tuyaux qui remontent du pétrole, qui sont exposés au courant marin. Là encore, on le sait très bien aujourd'hui, ça peut se mettre en mouvement, donc ça va battre assez lentement, mais avec des grandes amplitudes, et ça peut casser. Donc il y a tout un pan de la recherche qui vise à contrôler ces choses-là. Donc on peut voir ces vibrations comme un risque, mais en fait, la question qu'on se pose de l'ADIX aujourd'hui, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas renverser toutes les problématiques et utiliser ces vibrations, alors bien sûr pas sur ces structures, mais pour produire de l'énergie. Et c'est un mouvement qui a été débuté, on va dire, il y a une petite dizaine d'années, par la proposition de différents prototypes basés sur exactement les mêmes phénomènes mécaniques pour créer des générateurs. Donc ça, c'est un prototype britannique qui est basé exactement sur le même principe que l'aile d'avion qui se mettait à battre tout à l'heure. Alors bien sûr, c'est plus un avion, mais on couple ça à un générateur et on produit un courant électrique. À droite, c'est l'Université de Michigan aux États-Unis qui propose un design qui est basé exactement sur le même problème que dans le domaine offshore. Là, ce n'est pas des câbles, c'est des cylindres qui vont se mettre en vibration, donc qui vont osciller de haut en bas, et qui vont actionner des générateurs et produire un courant électrique. Donc ça, ce sont des prototypes qui ont été proposés, inspirés de situations pratiques. Aujourd'hui, il y a un vrai besoin, du point de vue de la recherche fondamentale, de comprendre comment fonctionnent ces prototypes, quelles sont les limites, quelles sont les efficacités auxquelles on peut prétendre, et comment est-ce qu'on peut les améliorer. Et donc ça, c'est tout l'enjeu des recherches du laboratoire d'hydrodynamique à l'École Polytechnique, qui essaie de comprendre d'un point de vue amont et fondamental le fonctionnement de ces systèmes en regardant différentes géométries, des vibrations de câbles, mais cette fois-ci on va essayer de récupérer l'énergie en actionnant des générateurs par le mouvement de ce câble, des profils d'ailes, donc un petit peu comme l'avion tout à l'heure, mais surtout, et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, de drapeaux. Donc le drapeau, on va dire, c'est un terme générique pour désigner soit le morceau de tissu, mais aussi simplement un objet flexible qui, placé dans le vent, va se mettre à faceiller, donc à se déformer. Et au LADIX, on étudie deux pistes pour produire de l'énergie à partir de ce mouvement, soit en utilisant des matériaux piézoélectriques, donc qui vont convertir la déformation mécanique en électricité, soit en utilisant le drapeau en fait, pour actionner un mât qui est en rotation, et donc ce mât va être directement relié à un générateur, donc un petit peu comme le principe de la turbine habituelle. Alors, justement, un des enjeux pour ces trois domaines, c'est est-ce que ça, c'est efficace? Alors déjà, comment on pourrait définir l'efficacité d'un tel système? Donc pour définir une efficacité, on a besoin de prendre, on va dire, un ou deux pas en arrière pour revenir au principe de l'éolienne. Dans l'éolienne, on a un vent qui arrive, qui met en rotation les pales, donc il y a une énergie mécanique qui est associée, et on va prélever une partie de cette énergie mécanique pour la transformer en électricité dans un générateur. Si on définit un pourcentage, donc une efficacité, c'est toujours une puissance produite, donc ça c'est ce qu'on récupère à la fin, divisé par ce qui était disponible au départ. Alors il faut bien s'entendre sur qu'est-ce qu'on entend par ce qui est disponible au départ, bien sûr, pour que ça ait un sens. Et ici, c'est la quantité d'énergie qui passe dans le fluide par la surface qui est occupée par l'éolienne. Alors juste un petit ordre de grandeur ici à garder en tête pour avoir une idée de la densité de l'énergie qui est disponible. C'est pour le vent, c'est environ 1 à 10 kW par mètre carré. Donc si vous prenez une éolienne d'environ 1 mètre carré qui a 100% d'efficacité, donc l'éolienne idéale qui n'existe pas, elle récupérait environ 1 à 10 kW. D'accord ? Donc ça veut dire que si vous voulez produire du mégawatt, il faut que vous alliez à beaucoup plus grande échelle. Alors si je reprends exactement la même façon de procéder pour, par exemple, un drapeau récupérateur d'énergie, j'ai un système qui bat. Donc ici, ça c'est simplement une photo vue de dessus à différents instants, où on superpose un peu un effet stromboscopique le drapeau. Donc on a une vibration. À ces vibrations est associée une énergie mécanique, et je vais prélever une partie de cette énergie mécanique pour produire de l'électricité. Et ce qui m'intéresse encore une fois à la fin, c'est la puissance que je produis divisée par l'énergie qui était disponible au départ. Donc ce qu'on cherche à voir, c'est quelle est l'efficacité de ce système. Alors il y a un point qui est très important là-dedans, c'est que je prélève de l'énergie sur un système qui vibre. D'accord ? Et ce qui est important, c'est que le système il va réagir, puisque je vais essayer de prendre le plus possible d'énergie.
Donc en particulier, si je prends un tout petit peu d'énergie, le système ne voit rien du tout, il bat, le drapeau continue à battre de la façon dont il battait précédemment, mais par contre, moi, à la fin de la journée, je n'ai pas récupéré grand-chose, donc ça ne m'intéresse pas. L'autre extrême est aussi peu intéressant, puisque je vais prélever beaucoup d'énergie du drapeau, mais du coup, comme il a peu d'énergie, il va battre à très petite amplitude, et au final, je ne récupérerai pas grand-chose. Et donc au final, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la situation intermédiaire. La situation où je récupère suffisamment d'énergie, mais pas trop, pour que le système puisse quand même vibrer, puisse battre, pour pouvoir avoir une efficacité intéressante. Et sans caricaturer, toutes les recherches aujourd'hui sur ces processus de récupération d'énergie par vibration consistent à déterminer la position de ce pic, non seulement sur cet axe, mais aussi surtout sur cet axe-là, à savoir quelle est la hauteur de ce pic. Est-ce que c'est 1%? Est-ce que c'est 10%? Est-ce que c'est un dixième de pourcent, un centième, etc. Ça, c'est la question centrale lorsqu'on se pose sur un nouveau design. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer dans cette filière? Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a vraiment un besoin de compréhension fondamentale. Alors, un exemple de ces récupérateurs d'énergie, c'est le drapeau piézoélectrique. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis environ 3-4 ans au LADIX. Donc qu'est-ce qu'on entend par piézoélectrique? Donc Patrick nous en a parlé un petit peu en introduction. C'est un matériau qui a des propriétés particulières qui font que lorsque je le déforme, j'ai des déplacements de charge à l'intérieur qui peuvent entraîner la formation d'un courant électrique entre deux de ces électrodes. Donc lorsque je déforme le matériau piézoélectrique, je vais fournir un courant à une boucle, à un circuit extérieur. Donc il me faut une déformation. Et si je regarde le mouvement du drapeau dans son battement dans le vent, du fait de en fait ça ressemble un petit peu à une onde d'une certaine façon, du fait de cette onde, la surface du drapeau va être étirée ou comprimée périodiquement au cours de ce mouvement. Compression, étirement, c'est une déformation, et donc du coup ça veut dire que quelque part il va y avoir un transfert de charge. Donc si je connecte cet élément rouge ici à un circuit extérieur, je vais pouvoir avoir un générateur, produire un courant électrique. Alors, il y a une petite subtilité quand même du point de vue fondamental, c'est que le couplage piézoélectrique va dans les deux sens. C'est-à-dire non seulement la déformation crée un courant, mais si jamais j'ai une tension qui est appliquée dans le circuit, et il y en aura une, je vais avoir un effort mécanique. C'est-à-dire que le circuit électrique va pouvoir parler au système mécanique. Il va introduire une rétroaction, et ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, c'est de comprendre comment les deux systèmes, mécanique et électrique, peuvent se parler, et est-ce que ça a un intérêt du point de vue de la récupération d'énergie, de l'optimisation. Donc ça, c'est ce qui est vraiment au centre du projet ANR que je coordonne donc avec l'ENS Cachan, donc c'est des électroniciens, et l'ENSTA, d'autres mécaniciens, qui est de regarder le système dans son ensemble, à la fois du point de vue mécanique, mais jusqu'au bout, jusqu'au point de l'utilisateur, donc le système électrique, en prenant en compte ces deux couplages, donc dans les deux sens. Donc d'un point de vue fondamental, on ne regarde plus un problème d'interaction fluide-structure, on regarde un problème d'interaction fluide-solide-électrique. Alors pourquoi c'est une approche qui est tout à fait nouvelle? Parce que jusqu'à présent, ces systèmes de récupération d'énergie, ils étaient soit regardés par les mécaniciens, soit par les électroniciens. Les mécaniciens, ce qu'on faisait, nous, jusqu'ici, c'est de regarder un système mécanique auquel on prend de l'énergie. D'accord? Mais j'oublie complètement qu'est-ce qui se passe ici, et en particulier, j'oublie cette petite flèche de retour. Donc ça, je ne vois pas du tout ce qui se passe. A l'inverse, il y a beaucoup de choses qui ont été faites du côté électronique pour optimiser les circuits redresseurs, des circuits actifs, etc. Mais on prend généralement comme une donnée la vibration qui est source d'énergie. Donc en particulier, on ne pourra pas prendre en compte le double couplage. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt et l'apport original de ce projet, c'est de regarder le système dans son ensemble pour voir s'il y a des pistes d'amélioration de ces systèmes pour permettre une récupération d'énergie importante. Alors on a obtenu certains résultats, des résultats importants depuis 2 ans maintenant, dont je vais vous en donner un aujourd'hui. Par exemple, si je prends un circuit très très simple, mes notions d'électronique remontent il y a assez longtemps, je prends juste une résistance, donc une petite lampe par exemple, et une bobine. Donc on peut difficilement faire plus simple du point de vue électrique. Ça, couplé à un piézoélectrique, c'est un peu comme un métronome, ça a une fréquence propre, c'est-à-dire que si je lui donne un petit peu d'énergie, ça va osciller à une fréquence très bien définie. Donc j'ai mon métronome, j'ai un drapeau ici qui, s'il n'y avait pas de circuit électrique, battrait à une certaine fréquence. La question, comment les deux se parlent? Alors comment les deux se parlent, en fait, c'est que ce système, qui n'est pas du tout actif, en fait, qui est complètement passif, il est capable d'imposer la fréquence de battement du drapeau sous certaines conditions. Donc ça, c'est ce qui est illustré sur cette vidéo. Si je n'ai pas de bobine, donc j'ai juste un circuit récupérateur, le drapeau bat, mais avec une petite amplitude, une certaine fréquence, et une efficacité qui n'est pas vraiment intéressante. Maintenant, je branche la bobine, et je vois que le battement du drapeau change. Il change de deux façons. D'abord, sa fréquence change, donc ça c'est l'accrochage sur le métronome, mais surtout son amplitude change. Alors pourquoi son amplitude change? Parce que je suis en train de communiquer de l'énergie au circuit électrique exactement à la fréquence où il veut la recevoir.
Du coup, j'ai une résonance en permanence, j'augmente le battement, et le résultat, c'est que l'efficacité, je gagne plus d'un ordre de grandeur. Donc ça, c'est le genre de couplage qu'on ne peut comprendre que si on prend en compte toute la chaîne, la partie mécanique, la partie électrique. Donc c'est l'objet de nos recherches aujourd'hui au LADIX, autour d'une petite équipe. Alors, je vous ai illustré un petit peu un des enjeux, donc comprendre la totalité du système. Il y a d'autres enjeux, toujours dans le but de déterminer l'efficacité de ces systèmes. La première, c'est en termes d'efficacité, je vais pouvoir faire beaucoup d'optimisation pour que ça marche à une certaine vitesse de vent. Ok, c'est très très bien, mais le vent, ce n'est pas 10 mètres par seconde ou 1 mètre par seconde 365 jours par an, ça fluctue. Et une question qui est très importante, c'est comment est-ce que ce type de système, donc le drapeau par exemple, il va réagir à un changement de la vitesse du vent? Est-ce que ça reste efficace ou est-ce que la zone d'efficacité est faible? Et comment est-ce que je peux l'agrandir dans ces cas-là? L'autre enjeu qui, à mon sens, est très important, c'est qu'on regarde des systèmes dont la puissance produite est assez faible. Donc du coup, si on veut augmenter la puissance, une solution, c'est d'en mettre plusieurs. Surtout si ils sont assez petits, miniaturisés, etc. Mais maintenant, si j'ai plusieurs drapeaux, ils vont se parler. Ils vont se parler par l'écoulement, puisque chacun va modifier le mouvement du fluide, et du coup, ils vont voir les différents voisins. Et la question, c'est est-ce que ces interactions sont constructives, au sens où on va gagner plus à plusieurs que si on était tout seul, ou est-ce qu'elles sont destructives, au sens où on va amortir complètement tout ça. Donc ça, c'est 3 grands axes de recherche que nous regardons au LADIX donc sur les différentes géométries dont je vous ai parlé, autour de 4 chercheurs, donc moi-même et 3 de mes collègues, et depuis 5 ans, environ une petite dizaine de doctorants et de postdoctorants. Je vous remercie de votre attention.